Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre site préféré, Afrique sur 7. Nous recevons aujourd'hui M. Jean Bonnet Kouadio. Il est vice-président du FPI en charge de la communication et du marketing. M. Jean Bonnet, bienvenue sur notre plateau. Vous avez été candidat aux dernières élections législatives dans la commune de Dembokro. Vous en êtes ressorti, je ne dirais pas candidat malheureux, mais vous êtes un candidat non élu. Quelles leçons tirez-vous de ces échecs? Surtout qu'en 2018 déjà, vous avez été battu au municipal. Oui, que le message que j'ai porté n'a pas atteint la cible, qu'on doit continuer à travailler, on doit être davantage auprès des populations et nous sommes donc sur l'arène politique. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Vous savez, l'action politique n'est pas un long fleuve tranquille. Ça peut marcher du premier coup comme la deuxième ou la troisième fois. Dans tous les cas, on va mieux se préparer pour 2023. Est-ce qu'il y a un avenir avec le FPI à Finguessan? D'abord, il n'y a pas un FPI à Finguessan. Voilà. Moi, je suis légaliste. Dans un pays, vous allez au ministère de l'Intérieur, c'est là que se trouve la tutelle des partis politiques et il n'y a pas un FPI à Finguessan, un FPI X. Voilà. Les élections législatives viennent de se passer et il y avait le FPI et en face, il y avait EDS. Voilà, il n'y avait pas FPI pro ceci ou FPI pro cela. Donc c'est un abus de langage journalistique que de dire FPI à Finguessan. Le logo du PDCI se trouve dans le logo du RHDP, mais je n'ai jamais entendu dire le RHDP pro Ouattara ou le RHDP pro Bédié. Voilà, c'est un non-sens juridique et donc il y a le FPI. D'accord. De 3 députés en 2016, en 2021, vous en êtes à 2 députés. Qu'est-ce qui n'a pas marché concrètement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'environnement en 2016 était différent de celui de 2021. Nous avons non seulement eu à affronter la coalition au pouvoir, le RHDP, mais également la coalition PDCI-EDS. Donc, évidemment, dans ces conditions-là, ce n'était pas évident donc, de faire un très bon score. Mais, comme je l'ai dit, il faut analyser tout cela sereinement et se rendre compte que pour l'ensemble de l'opposition, c'est un échec. Le président à Finguessan avait souhaité que tous les partis d'opposition partent en rang serré, qu'il y ait le candidat de l'opposition face au candidat du RHDP. Malheureusement, la coalition, le PDCI et EDS n'ont pas souhaité, ils ont souhaité aller ensemble uniquement. Au final, on se rend compte que toute l'opposition réunie, c'est moins de 100 électeurs, de 100 élus. Je crois qu'on a 92 ou 91 élus en tout, oui, alors que le parti au pouvoir en a 137. Le PDCI, par rapport à 2016, perd une trentaine d'élus. Voilà. Et donc, c'est un échec pour toute l'opposition. Ce n'est pas l'échec du FPI, c'est l'échec de toute l'opposition, parce qu'on ne peut pas aller en rang dispersé et puis imaginer qu'on puisse battre le parti au pouvoir. C'est dommage, on le regrette. J'espère qu'on en tirera tous donc, les leçons. Pour certains de vos détracteurs, vous êtes en partie responsable de la débâcle du FPI. Donc, certains vous accusent d'avoir engagé le président Finguessan dans un combat frontal contre le président Laurent Gbagbo. Que répondez-vous à cela? Mais Finguessan n'est pas dans un combat frontal contre Gbagbo. Il y a des gens qui veulent forcément opposer Finguessan à Gbagbo Laurent. Finguessan est président du FPI. Quand Finguessan, Gbagbo partait à la CPI, Finguessan était déjà président du FPI. Voilà. Alors, certains dissidents du parti se sont écartés donc, des règles du parti, sont allés organiser un pseudo-congrès à Mama qui ressemblait plus à une kermesse qu'à autre chose pour élire soi-disant le président Gbagbo à la tête du parti. Mais un parti politique a des règles. Voilà. C'est le président en exercice qui convoque le congrès.
qui organisent le congrès. Alors, ce n'est pas des gens qui sortent de nulle part et qui vont organiser un congrès dans un village à Mama ou à Mossou pour élire le président ou qui vont demander à Finguessan d'aller sur RFI déclarer que c'est Gbagbo qui est le président du FPI. Voilà, on ne devient pas président du FPI sur les ondes de RFI. Voilà, donc il n'y a pas d'opposition à Gbagbo. Il y a au sein du FPI une dissidence, comme on en a vu au sein du RHDP, au sein du PDCI, avec AKB, etc. Donc, il n'y a pas de problème Gbagbo, Afi. Enfin, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu dire par Afi qu'il avait un problème avec Gbagbo et vice-versa. Alors, M. Jean Bonnet, une réconciliation au FPI est-elle encore possible? Mais au-delà du FPI, il faut penser à la réconciliation des Ivoiriens. Je crois que c'est ça qui est important. Depuis une trentaine d'années dans ce pays, on observe une espèce de rodéo, de tontine politique qui veut que deux se mettent ensemble pour faire tomber un autre. Et ça n'a pas permis au pays d'avancer. Comme je l'ai dit récemment, le plus important, c'est de réconcilier la Côte d'Ivoire. Au FPI, il y a une dissidence, mais également au PDCI, au RHDP. Vous voyez bien que Marie Coateuse est sortie du RHDP, Kablan Deke est sorti du RHDP, Amontane est sorti du RHDP, Soro est sorti du RHDP. Il y a une réconciliation à faire là-bas. Au PDCI, c'est pareil. KKB est parti, au FPI. Donc, tous les partis ivoiriens sont, je dirais, en mutation. Voilà. Il y a des crises internes. On peut le voir également chez Leader, etc., au MFA. Mais ce qui m'importe moi aujourd'hui, c'est quels sont les leviers qu'il faut activer pour que les Ivoiriens soient réconciliés. Aujourd'hui, les Ivoiriens se regardent en chien de faïence, ont des ressentiments, veulent se mettre ensemble contre d'autres. Les Ivoiriens se définissent en Ivoiriens du Nord, en Ivoiriens du Centre, de l'Est, de l'Ouest. Voilà, ça prouve que nous ne sommes pas encore une nation. Donc, le plus important, c'est la réconciliation. Le président Finguessan a conceptualisé la réconciliation. Il ne s'est pas juste contenté de nommer un ministre de la réconciliation, il a conceptualisé. Il appartient aux Ivoiriens donc de lui emboîter les pas, de marcher dans ces sillons-là pour qu'on arrive à une réconciliation vraie. C'est ça qui est important. La réconciliation au FPI est pour moi secondaire. Au regard des derniers résultats des élections, est-ce qu'il n'y avait pas lieu que de retourner le FPI à Laurent Gbagbo, qui en est le fondateur? Oui, mais dans les statuts du FPI, nulle part n'existe une ligne fondateur. Ça n'existe pas. Il y a des militants. Dans tous les partis politiques, il y a des militants. Au FPI, et j'imagine dans les autres partis politiques, on ne donne pas le parti à qui que ce soit. On est élu lors d'un congrès électif. Voilà. Afinguessan a été élu en 2018. Donc il préside au parti. Si demain le président Gbagbo souhaite être président à nouveau du FPI, il sait ce qu'il lui reste à faire. Voilà, il constitue un dossier comme tous les militants et il fait acte de candidature au prochain congrès et il redevient président. Voilà, personne n'a donné le parti à Afinguessan. Il a été élu. Voilà. Lorsque le FPI était dans l'opposition, c'était une dizaine d'élus. Donc les résultats du FPI aujourd'hui dans l'opposition sont conformes à ce qu'il était lorsqu'il n'était pas au pouvoir. Il a fallu que le FPI arrive au pouvoir pour avoir, je crois à l'époque, 89 députés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous êtes parfois véhément quand on parle de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez un problème particulier avec lui? Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Mais je ne reproche rien à Gbagbo, c'est vous qui m'apprenez que je suis véhément. Je dis ce que j'ai sur le cœur et je ne suis pas dans la sacralisation des individus. Voilà, des personnes, donc je critique Afi, je critique Gbagbo, je critique Ouattara, je critique Bédié, quand j'estime que ce qu'ils font n'est pas conforme à mes aspirations les plus profondes. Donc ce n'est pas par rapport à Gbagbo. Il m'est arrivé de critiquer Soro Diom. Ses partisans me critiquent. Voilà, donc c'est ça le jeu politique, c'est ça la démocratie. Je n'ai pas de problème particulier avec M. Laurent Gbagbo. Il m'arrive de critiquer également son épouse. Et pourtant, elle a passé 3 jours chez moi à la maison. Voilà, c'est une amie. D'accord. Alors, puisque vous parliez tout à l'heure de Guillaume Soro, on a vu récemment, on a assisté à une escapade de violence entre vous et le professeur Niamkien Franklin. Alors, qu'en est-il réellement? Que se passe-t-il réellement entre vous deux?
Je ne le connais pas. J'ai jamais engagé de débat contre lui. J'aurais souhaité que lui et moi, nous retrouvions un jour sur, j'espère, un jour sur vos plateaux, pour qu'on puisse faire un débat intellectuel. Parce que c'est tellement facile d'être derrière son ordinateur, déblatérer, mais faire l'exercice du débat contradictoire, c'est autre chose. Voilà. J'ai pas de problème avec Franklin Nyamsi. C'est un professeur de lycée. Comme il y en a des milliers en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, voilà, même s'il se fait passer pour un professeur agrégé d'université, ce qui est complètement faux, puisque j'ai appelé l'université de Rouen, il ne figure nulle part au nombre des professeurs agrégés de l'université de Rouen. Mais bon, c'est pas ça le débat. J'ai pas de problème avec lui. J'ai pas de problème avec lui. Ils ont fait un poste où ils taxaient Affi N'Guessan d'être un traître. J'ai répondu. Je suis passé à autre chose. Monsieur Jean Bonnet, actualité oblige, la Côte d'Ivoire sort d'un deuil national. Le pays a perdu un de ses premiers ministres, le deuxième en moins d'un an. Quel sentiment cela suscite-t-il en vous? Rien de spécial, c'est le destin des hommes que de naître, de mourir. Voilà. Donc, mourir, je sais que certains Ivoiriens donc friands de telenovelas, de Nollywood, vont trouver des raisons mystiques, mystérieuses, des empoisonnements, etc. Bon, moi, je ne suis pas dans ce genre de considération, je suis dans le factuel. Jusque-là, personne ne m'a encore démontré que quiconque serait décédé suite à un empoisonnement, en dehors de quelques avatars donc, qui je dirais, prendraient leur volonté pour la réalité. Donc je regrette simplement que nous ayons perdu 2 premiers ministres en l'espace de 8 mois, mais c'est la vie qui est ainsi. Justement, parlons de la Côte d'Ivoire, on vous a vu récemment soutenir, j'allais dire défendre le nouveau ministre de la Défense, le frère qui se trouve être le frère du président Ouattara. Est-ce que c'est une tentative de rapprochement de Jean Bonnet avec le parti au pouvoir? Non, je ne l'ai pas défendu, c'est une position de principe. J'ai vu que sur la toile, s'étonnait de ce qu'il soit nommé ministre de la Défense. Le gars, il est ministre depuis 10 ans. Il est président du conseil régional de Congo, de la région, je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas. Il a été élu député en 2016. Qu'il soit ministre des Affaires présidentielles ou ministre de la Défense, je ne vois pas quel est le problème que ça pose. Donc ce n'est pas une défense. Je m'offusque du fait que sur la toile, certaines personnes lui prêtent des intentions sans preuve. Je suis juriste. Je suis juriste et j'aime qu'on accuse des gens avec des preuves. Voilà, je l'ai dit, j'ai pris fait et cause pour Affi N'Guessan quand j'ai vu que les gens l'accusaient sans preuve. À un moment donné, j'ai pris fait et cause également pour Blé Goudé. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Blé Goudé? Blé Goudé est rentré du Ghana parce qu'il est dans un deal avec Bakayoko pour aller accuser Gbagbo Laurent à la CPI. Il n'en était rien. Affi N'Guessan est le témoin P38 qui doit aller témoigner contre Gbagbo Laurent. Il n'en est rien. Donc, de façon naturelle, quand on accuse quelqu'un, je cherche à comprendre. Et donc, je ne comprends pas cette levée de bois vert contre M. Téné Brahima, qui n'accorde ni interview, qui ne fait pas d'émission télé, et puis subitement, il devient l'homme à abattre. Donc, je ne prends pas sa défense, j'essaie de comprendre. Voilà. Et je pense que de voir M. Téné Brahima au ministère de la Défense, certainement que ça gêne certaines personnes qui ont des intentions insurrectionnels ou peut-être des coups d'État et se disent avec lui ça va être plus difficile, donc il faut l'affaiblir. Mais moi, ce n'est pas ma conception que j'ai de la politique. Donc je ne le défends pas puisque je ne le connais pas. Alors vous dites, est-ce que je cherche à être à me rapprocher du RHDP ou quoi? Non, pas du tout. Je ne veux pas citer les noms, mais j'ai été déjà reçu par des ministres qui m'ont demandé de rejoindre le RHDP qu'on me nommerait. Ah bon. J'ai refusé, oui, à plusieurs reprises. Un président d'institution et 2 ministres qui m'ont reçu pour me demander de venir au RHDP et qu'on me nommerait. Voilà. Je n'ai jamais été nommé et je n'ai jamais demandé à ce qu'on me nomme. Voilà. Vous n'êtes donc pas au RHDP? Si je ne suis pas au RHDP. Vous n'êtes donc pas au RHDP comme le fait savoir une certaine rumeur?
Mais comment je peux être vice-président du FPI et être au HDP? Ça n'a pas de sens. Quand on est dans un parti, on prend sa carte de militant. Vous pourriez avoir viré? Ben, en ce moment-là, je l'annonce. Je fais une déclaration pour dire que, à compter de ce jour, je suis militant du RHDP. Est-ce qu'on se cache pour aller dans un parti politique quand on est non public comme moi? On n'a pas besoin de se cacher. Ben, vos prises de position s'assimilent par beaucoup de personnes voient à travers vos posts, vos publications sur les réseaux sociaux, une certaine façon de faire la cour au parti. Je ne fais pas la cour, j'ai des amis au RHDP. Anne Loto a été pendant plusieurs années mon assistante. Lorsque j'étais directeur général adjoint de l'autorité nationale des régulations du secteur de l'électricité, j'ai gardé de très bonnes relations avec elle. Quand elle me voit, elle m'appelle toujours patron. Elle me présente comme son ex-patron. Je n'ai pas de problème avec elle, on s'appelle régulièrement. Donc je ne sais pas pourquoi les gens veulent qu'on reste dans la belligérance. Est-ce que... Justement, c'est quoi votre conception de la politique? Ma conception de la politique, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire au-dessus de tous les intérêts partisans, claniques, religieux, communautaires, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. C'est l'édification d'une nation ivoirienne. C'est ce qui manque. Or, pour certaines personnes, c'est Gbagbo d'abord, c'est Bédié d'abord, c'est le PDCI d'abord, c'est Ado d'abord. Non, moi, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Voilà. Je l'ai dit dans un de mes posts, ça fait 30 ans qu'on se bat. Et le pays n'avance pas. Allez, j'étais récemment au Ghana. Regardez dans le classement des États, du développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, le Ghana nous a dépassés. Au niveau de la CEDEAO, le Nigeria a des années-lumière de la Côte d'Ivoire. Donc on ne progresse pas parce que nous sommes dans des querelles intestines, des querelles inutiles qui font que le pays n'avance pas. Regardez notre classement aujourd'hui au niveau de l'éducation mondiale. Regardez notre classement au niveau de la corruption en ce qui concerne le dernier rapport de Transparency International. Donc, on est un pays qui s'enlise et au lieu de trouver les ressorts nécessaires pour rebondir, on veut nous enfermer dans des carcans pro-ceci, pro-cela. Non, je suis résolument pro-Côte d'Ivoire. Et tout ce que je peux faire pour faire avancer la Côte d'Ivoire, je le ferai sans calcul, sans intérêt personnel. Monsieur Jean Bonnet, vous êtes juriste. Le 31 mars prochain, la Chambre d'appel de la CPI annonce une décision en faveur de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, qui sont en attente, n'est-ce pas, d'une décision de la Chambre d'appel. Alors, en tant que juriste, à quel chemin faudrait-il s'attendre ce 31 mars? Je pense qu'ils ont été acquittés. Ils ont été acquittés. Donc la logique voudrait que le procès prenne fin donc, le 31 mars et qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Par la même occasion, la CPI envisage d'engager des enquêtes sur les crimes qu'aurait commis, par exemple, le camp Ouattara. Est-ce que vous pensez que c'est un début? Il y a des lueurs d'espoir de voir que la justice ne soit pas celle qui poursuivait un seul camp? Moi, j'avais souhaité qu'en Côte d'Ivoire, on règle la crise dans le cadre d'une justice transitionnelle. Voilà, pas dans le cadre d'une justice pénale ou punitive. Un peu comme cela s'est fait en Afrique du Sud. Voilà. Malheureusement, dès l'instant où on a choisi que ce soit une justice punitive, il n'y a pas de raison que ce soit un seul camp qui soit puni. Et donc, j'accueille avec satisfaction l'idée que toutes les personnes impliquées dans les massacres, dans les tueries, répondent de leurs actes. Et justement, quel commentaire faites-vous du procès de l'ancien chef milicien Amadé Oulemi qui est à court actuellement? Alors, le procès vient de commencer. C'est difficile de se prononcer quand on n'a pas toutes les pièces du dossier. Je salue donc l'initiative de ce procès. J'espère que dans les jours ou les semaines à venir, il nous permettra d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé à Diokoué, dans le Mont Péco et dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, et que les coupables soient punis, les auteurs, les co-auteurs et les commanditaires. Monsieur Jean Bonnet, après 2 échecs aux élections locales à Dimboko, quel est votre prochain défi?
Les municipales 2023. Les municipales 2023, je pense que j'ai beaucoup à apporter à cette région, à Dimokro. Certainement que je ne gagne pas les élections parce que je ne fais pas la politique politicienne. Voilà, je dis aux populations ce qu'elles n'ont peut-être pas envie d'entendre. Voilà. Vous savez, en 2018, j'ai été approché par le PDCI qui m'a dit, écoutez, Jean Bonnet, Dimokro, c'est le bastion du PDCI. Nous n'avons pas de candidat. Nous souhaiterions que vous soyez candidat du PDCI, ce qui vous donnerait toutes les chances de gagner. J'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que si je suis candidat du PDCI, je vais gagner, mais je ne suis pas PDCI et je ne peux pas aller dire aux populations, votez-moi en tant que candidat du PDCI. Quand je perds une élection, je perds quoi finalement? Je perds mon argent, parce que c'est personne qui finance mes élections. Voilà, ce n'est pas le parti qui me finance. Je finance mes élections, mais je ne veux pas perdre ma dignité, je ne veux pas perdre mon honorabilité en me faisant passer pour celui que je ne suis pas. Quand je vais devant les populations, je ne leur dis pas que je vais faire ce que je ne peux pas faire. Et malheureusement, les Ivoiriens aiment bien ceux qui leur vendent des illusions. Voilà. En Côte d'Ivoire, quand on dit c'est un grand politicien, ça veut dire que c'est un grand menteur. Manifestement, je ne suis pas un grand menteur. Voilà. Monsieur Jean Bonnet, un nouveau gouvernement est annoncé pour très bientôt. Le président Ouattara envisage un remaniement générationnel. Vous, qu'attendez-vous du prochain gouvernement? Je souhaiterais que toute l'opposition travaille à bâtir la nation ivoirienne. Pour cela, on peut le faire en étant dans le gouvernement, on peut le faire en changeant cette mentalité. Si le parti au pouvoir appelle le FPI au gouvernement, je souhaiterais que le FPI y aille. S'il appelle le PDCI, enfin les autres partis d'opposition, je souhaiterais qu'ils y aillent. On peut être dans le gouvernement et rester opposant. Et d'ailleurs, on l'a vu avec Gbagbo, sous Gbagbo. On l'a vu sous Bédié. Zadi Zaoro, Francis Baudier étaient dans le gouvernement sous Bédié. Il n'en était pas moins des opposants, l'USD, au PIT. Les forces nouvelles étaient opposées à Gbagbo, mais étaient représentées dans ces gouvernements différents avec Soro Guillaume, le RHDP, enfin le RD à l'époque, il était également avec Ahmed Bakaïko et autres. Ils étaient des opposants. Donc, cette idée qui veut que si vous rentrez dans un gouvernement, c'est de la compromission, pour moi, c'est un non-sens. Est-ce que vous êtes pour un gouvernement d'ouverture? On peut l'appeler gouvernement d'ouverture, on peut l'appeler gouvernement d'union nationale, c'est de la phraseologie. Ce n'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que les Ivoiriens se rendent compte que la Côte d'Ivoire est en déconfiture, que la Côte d'Ivoire a besoin d'être rassemblée autour de la nation, que les Ivoiriens doivent taire leurs querelles opportunistes pour penser Côte d'Ivoire, voir quoi mettre en œuvre pour que la Côte d'Ivoire se repositionne donc dans le concert des nations. C'est cela qui est important. Mais malheureusement, nous sommes encore dans... Il faut qu'on se venge. On est dans les ressentiments, on est dans les contre-valeurs. Et pour moi, le fait de mettre l'opposition avec le parti au pouvoir au sein d'un gouvernement est déjà un premier pas vers la réconciliation. M. Jean Bonnet, quel avenir pour Pascal Affi-N'Guessan avec le retour annoncé de Laurent Gbagbo très bientôt? Mais l'avenir d'Affi-N'Guessan n'est pas lié à M. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été président du FPI il y a plus d'une vingtaine d'années. Il a été président de la Côte d'Ivoire. Affi-N'Guessan espère que M. Laurent Gbagbo reviendra auprès des siens en Côte d'Ivoire. Et après, c'est à lui de tracer son avenir. Voilà. Tout comme c'est à Affi-N'Guessan de tracer son avenir. J'ai lu quelque part qu'à l'époque, les gens disaient Affi-N'Guessan veut tourner la page de Gbagbo. Bon, c'est ce que j'appelle toujours un non-sens, parce que c'est nous qui écrivons nos pages. Si M. Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire et qu'il veut avoir un rôle à jouer au FPI, bon, il connaît les statuts du parti, il a contribué à leur élaboration. Je pense que M. Affi-N'Guessan n'y verrait aucun inconvénient
Donc, mais les deux ne sont pas liés. Voilà. Alors, M. Jean Bonnet, nous sommes pratiquement au terme de cette interview. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne? Quelle image voulez-vous donner de vous, finalement, à la Côte d'Ivoire? Non, mon image n'est pas importante. Ce que je souhaite, c'est une Côte d'Ivoire forte. Une Côte d'Ivoire repositionnée au niveau des nations. Une Côte d'Ivoire où on ne se définit pas en nordistes, sudistes, chrétiens, musulmans. Une Côte d'Ivoire où quand l'équipe nationale joue, il n'y a pas un camp qui souhaite qu'elle perde et un camp qui souhaite qu'elle gagne. Et une Côte d'Ivoire où ce qui prime, c'est la satisfaction des aspirations les plus profondes de tous les Ivoiriens. Et que personne ne reste au bord du chemin. C'est cette Côte d'Ivoire-là que je souhaite, et c'est pour cette Côte d'Ivoire-là que je vais me battre désormais. Voilà. Je l'ai dit, on a essayé le mensonge, on a essayé la haine, on a essayé la violence, ça ne nous a conduit nulle part. Essayons la fraternité, essayons la compétence, l'excellence, et je suis sûr que ces valeurs-là permettront à la Côte d'Ivoire de se repositionner et de briller dans le Conseil des Nations. Merci, M. Jean Bonnet. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur Afrique sur 7.